Qu'il me soit permis d'abord de remercier les organisateurs de ce colloque virtuel, forme de télétravail. Et précisément, c'est ce dont je vais vous parler maintenant, le télétravail, thème ô combien d'actualité. Alors on disait, il y a encore quelques temps, qu'il y avait certainement plus de spécialistes de la question que de télétravailleurs eux-mêmes. On affirmait plus récemment qu'il était en cours de banalisation. Mais clairement, la crise sanitaire que nous traversons fait du télétravail une réalité pour des millions de travailleurs, qui soient d'ailleurs salariés de droit privé comme agents publics. Cette réalité n'était certainement pas inconnue des nombreuses entreprises, des salariés eux-mêmes, mais clairement, on peut y voir une expérimentation aujourd'hui massive à l'échelle de l'ensemble de la société, et on peut s'interroger bien entendu sur ce qu'il adviendra de cette expérimentation. Alors il ne s'agit pas ici de retracer l'ensemble du régime juridique du télétravail, de livrer toutes les questions juridiques, techniques qui peuvent se poser. L'ambition est plutôt d'essayer de dégager les lignes directrices qui paraissent inspirer son régime juridique et montrer aussi quel est l'impact de la crise actuelle sur ce régime et sur ses évolutions possibles. Le point de départ de la réflexion consiste à considérer que le droit contribue à justifier le télétravail. Il n'est pas le seul à œuvrer en ce sens, à fournir des représentations, à légitimer cette pratique. Des travaux de sociologie ont montré, et se sont portés depuis longtemps sur cette question, et ils ont montré, d'ailleurs de manière assez convaincante, que le télétravail s'inscrivait dans trois perspectives, trois ordres de justification différents. Citons ici une étude d'Alexandre Largier à la revue Réseau en 2001, qu'il avait intitulée « Le télétravail, 3 projets pour un même objet ». Et l'auteur d'évoquer à propos du télétravail un projet politique d'organisation de la société, un projet de mode de vie dont l'individu est acteur et un projet managérial caractéristique des organisations en réseau et qui vient étayer cette quête de flexibilité. Alors quelle est la place du droit dans cette contribution, dans cette œuvre de justification du télétravail ? Elle est sans doute majeure dans une société juridicisée comme la nôtre, et la crise actuelle du Covid-19, comme on la nomme, contribue à mettre en exergue comment le droit, tout en abritant les 3 ordres de justification qui viennent d'être décrits, procède à des arbitrages, en préférant sans doute l'une sur les autres, mais sans exclure les 2 autres, il tend à en forger des compromis entre elles. Alors pour faire simple, on pourrait dire qu'au projet politique d'organisation de la société toute entière correspondrait juridiquement ce qu'on pourrait dire une obligation de télétravail. Le télétravail pourrait être saisi comme l'objet d'une obligation imposée par le législateur ou les pouvoirs publics dans telle ou telle circonstance. S'agissant du projet de vie individuel, au contraire, c'est un droit individuel, un droit subjectif, bien entendu, un droit au télétravail dont il conviendrait de parler. Et pour ce qui est du projet organisationnel, managérial, c'est bien entendu la figure du pouvoir juridique de l'employeur dont il serait question. Clairement, aujourd'hui, en droit positif, le télétravail est appréhendé comme projet organisationnel. Projet managérial, si on veut, projet organisationnel, et il fait l'objet du pouvoir de l'employeur. La dimension liée à l'idée de projet de vie, alors d'ailleurs qu'on puisse parler du projet de vie au niveau individuel, projet de vie dont l'individu est acteur, ou du projet politique, c'est-à-dire le projet de vie collective, finalement ce sont 2 formes de projet de vie, eh bien cette prise en compte du projet de vie, elle est bien plus seconde, elle est deuxième, et elle tend peut-être à l'affirmation d'une obligation de recourir au télétravail. Peut-être peut-on parler d'un embryon de droit au télétravail par rapport au sujet individuel, mais ces affirmations sont encore bien timides au regard du droit positif.
Voyons donc, dans un premier temps, comment le travail, le télétravail, est vraiment l'objet du pouvoir patronal, ce qui conforte cette vision d'un télétravail comme projet organisationnel, mode d'organisation de l'entreprise, mode d'organisation du travail. Rappelons que c'est la loi du 23 mars 2012, loi dite de simplification du droit, qui a introduit une section relative au télétravail dans la première partie du Code du travail, après qu'un accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 avait entendu transposer en droit français l'accord cadre européen sur le télétravail du 16 juillet 2002. L'actuel article L1222-9 du Code du travail définit le télétravail comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qu'aurait également pu exécuter dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon volontaire en utilisant les technologies d'information et de la communication. Le texte ajoute qu'est qualifié de télétravailleur tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail. Cette définition a été expurgée par les ordonnances Macron, l'ordonnance du 22 septembre 2007 et par la loi de ratification de 2018, de deux éléments, deux conditions qui ont pu paraître comme autant de contraintes qu'il s'agissait de lever pour développer le télétravail. C'est d'abord le caractère régulier du télétravail, qui a disparu de sa définition légale. Dans la définition antérieure, il était prévu que le télétravail pouvait être reconnu dès lors qu'il y avait un recours régulier à cette forme d'organisation du travail. Clairement, donc aujourd'hui, le recours au télétravail peut être simplement occasionnel, alors que ce n'était pas le cas dans les textes, et ce n'était pas non plus le schéma qu'avait retenu l'accord interprofessionnel de 2005. Qui plus est, le recours au télétravail n'a plus à être prévu par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. Cette référence au contrat de travail ou à l'avenant a également quitté le texte de l'article L1222-9. Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif, à défaut dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur lui-même, après avis du CSE. Mais même en l'absence d'accord collectif ou de charte, un accord par tout moyen suffit à formaliser le recours au télétravail. Ce recours au télétravail, on le voit, il relève donc du pouvoir de l'employeur, au moins dans sa dimension de pouvoir de gestion, de pouvoir de direction économique de l'entreprise. Alors on pourrait se demander de manière un peu plus fine si, avec ces réformes, cette réforme de l'ordonnance de 2017 et de la loi de ratification de 2018, si le télétravail non seulement relève du pouvoir de direction économique, mais aussi de la direction des personnes. Ce pouvoir unilatéral sur lequel qui s'exerce à l'égard des salariés, en direction des salariés. Alors ce qui paraît s'y opposer, c'est le caractère volontaire du télétravail qui demeure dans la définition du télétravail que livre le Code du travail. Toutefois, notons d'abord que l'accord qui en résulte ne semble pas s'incorporer au contrat de travail. Il semble être comme accessoire. Il fait partie finalement de ces accords dans la relation du travail qui se forgent dès lors qu'un texte appelle au volontariat. Mais on peut difficilement dire qu'on relève du champ contractuel. Il semble bien qu'on se place sur le terrain de l'organisation du travail et peut-être donc du pouvoir de l'employeur, même s'il y a cette exigence d'un accord du salarié. Exigence d'accord qui empêche par exemple, et l'article L1222-9 grand 3 le rappelle, le prévoit, elle empêche qu'on sanctionne le salarié qui refuserait d'accepter un poste de télétravail. Ce n'est pas un motif de rupture, nous dit le Code du travail. Alors surtout, pour en venir à notre crise actuelle, rappelons que l'article L1222-11 prévoit une exception à ce recours volontaire, à ce caractère volontaire du télétravail, exception qui est tout à fait d'actualité, puisque le texte précise qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie
ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. La notion d'aménagement du poste de travail relève indubitablement du pouvoir patronal de direction, au pouvoir patronal, si on préfère le nommer ainsi, pouvoir unilatéral de l'employeur, et donc du pouvoir qui s'impose aux salariés. Là, il est manifeste que le télétravail est saisi comme projet d'organisation du travail, projet d'organisation de l'entreprise, projet managérial. Le poste de travail auquel on fait encore référence devient donc mobile, flexible. Il n'est plus attaché à un espace précis dans cette nouvelle vision post-industrielle d'une entreprise en réseau. Alors l'avenir est-il un rattachement général du télétravail au pouvoir de direction économique de l'entreprise, mais encore plus du pouvoir de direction des personnes, et pas simplement dans ce cadre exceptionnel de menaces épidémiques, de menaces de pandémie. Alors dans ce cas-là, plus que de banalisation du recours en pratique au télétravail, il faudrait parler d'une forme de normalisation du télétravail. Le télétravail serait l'exercice normal, serait un exercice normal du contrat de travail. Et d'ailleurs, dans cette perspective, peut-être ne devrait-on plus parler de télétravailleurs. Cette référence aux télétravailleurs dans le Code du travail, elle semble induire cette idée qu'il s'agirait d'une catégorie particulière de travailleurs. Là, ça n'aurait plus de sens dès lors qu'on tend à normaliser le télétravail. Alors, bien entendu, cela supposerait, en l'état des textes, une réforme, puisque pour l'instant, le télétravail ne peut être imposé que dans ce cadre exceptionnel, notamment celui de la menace d'épidémie. Réforme et donc choix politique. D'ailleurs, des questions pourraient se soulever, pourraient émerger face à une telle réforme. Qu'en est-il de la référence à ce caractère volontaire dans l'accord national interprofessionnel de 2005 et dans l'accord cadre européen, dont il assure la transposition. Alors même si évidemment ce dernier n'a pas la force d'une directive, puisqu'il n'a pas fait l'objet de ces directives, fameuses directives relais des accords cadres, il n'a été transposé que par la voie de l'accord interprofessionnel dans le droit français. Alors, on n'en est pas là, il n'y a pas forcément de projet en l'état, donc on demeure aujourd'hui dans un cadre d'exception, celui ouvert par l'article 1222-11, et exception qui demeure limitée au temps de la menace épidémique. Ce qui fait poser une nouvelle question qui surgit ici, qu'en est-il de la fin de cette menace ? Qui va déterminer la fin de la menace, et donc qui va déterminer à partir de quand on sort du cadre d'exception ? Est-ce l'employeur, unilatéralement ? Sont-ce plutôt les pouvoirs publics qui détermineraient, qui lèveraient la menace par la consigne de déconfinement ? Ou encore, est-ce que cela pourrait être le salarié qui refuserait, en quelque sorte, de regagner son poste de travail habituel, ou qui exigerait, au contraire, d'y retourner ? Alors émerge ici, on le voit, l'autre représentation du télétravail comme un projet de vie individuel ou un projet de vie collectif, c'est-à-dire un projet politique dont parlaient les sociologues, et notamment celui que j'ai cité en introduction. Cette deuxième représentation ici, deuxième ordre de justification du télétravail, il convient maintenant d'en mesurer la force dans l'ordre du droit, la place qu'elle occupe. Alors s'agissant du projet de vie au niveau individuel, il paraît excessif aujourd'hui, au regard du droit positif, de parler d'un droit au télétravail. Il y a d'abord l'obstacle physique. Un peu moins de la moitié des emplois seraient compatibles avec le télétravail aujourd'hui. Alors c'est déjà beaucoup, mais pour plus de la moitié des travailleurs, le télétravail n'est pas une option. Il semble matériellement impossible. D'ailleurs, avec la crise actuelle, on atteindrait le chiffre de 9 millions de salariés placés en activité partielle, dont une part négligeable provient sans doute de cette impossibilité de transférer le poste de travail au domicile aujourd'hui, dans le cadre du confinement.
L'idée d'un droit au télétravail a pu être invoquée par certains, qui s'appuient sur les dispositions de l'article L1222.9, qui évoque lui-même la demande possible de recours au télétravail par le salarié. Demande d'occuper un poste éligible selon les conditions prévues par l'accord collectif ou la charte applicable, et la demande formulée par un travailleur handicapé, même en l'absence d'accord collectif ou de charte. Reste que dans ces deux cas, ce que nous dit le texte, c'est que l'employeur peut s'opposer à ces demandes en motivant sa réponse. Face à cette possibilité de refus, on ne peut donc pas véritablement parler pour le salarié d'un droit subjectif, un droit au télétravail. Et l'exigence d'une simple motivation n'est pas non plus une exigence de justification. Alors un contrôle de la consistance de cette motivation est bien entendu concevable, et puis il va de soi en outre que cette motivation, la motivation du refus, ne saurait s'appuyer sur une raison illicite, et notamment une raison discriminatoire. Ce serait le cas du handicap, dont serait affecté le salarié, mais on songe aussi, spécialement en cette période de confinement, on songe aussi à la situation de famille, notamment au fait d'avoir la garde et la charge d'enfants, et notamment d'enfants en bas âge. Cela permet de faire un lien ici avec ce qu'on pourrait appeler de nouvelles inégalités que le télétravail semble faire surgir. Alors il y a ces inégalités liées à la nature des fonctions. On en a parlé, compatibles ou non avec le télétravail, et on sait que généralement les postes les moins qualifiés sont certainement aussi ceux qui sont le moins télétravaillables, si on me permet ce néologisme. Et si l'on met de côté tous les personnels de santé, ce sont ceux qui s'exposent aujourd'hui davantage, qui doivent soit se rendre sur le lieu de travail habituel, soit alors qui sont affectés par les mesures d'activité partielle, voire de perte de leur emploi. Donc ces emplois faiblement qualifiés correspondent à une sécurité moindre. S'agissant de la garde des enfants, on sait que les salariés en cette période de crise peuvent aussi être placés en arrêt de travail indemnisé, avec son équivalent dans la fonction publique de l'autorisation spéciale d'absence pour garde d'enfants, position qui est incompatible, et arrêt de travail, si je reviens au travail salarié, arrêt de travail incompatible avec le télétravail. Alors le ministère du Travail semble s'être ému de cette situation, et sur son site internet, on trouve ça sur le site internet, il est dit, je cite, que la ministre du Travail a rappelé toute l'importance que revêt le télétravail pour les salariés comme pour les employeurs, tout en reconnaissant que la productivité ne peut pas être la même lorsque le salarié assure concomitamment la garde de ses enfants. Et là, la ministre du Travail demandait aux employeurs d'être, je cite toujours, compréhensifs et d'en tenir compte dans leurs relations avec les salariés. Ici, on voit bien ce qu'on peut appeler une tentative de compromis entre, d'un côté, les exigences managériales, organisationnelles, qui soutiennent le télétravail, et ici cette idée de continuité de l'activité en cette période de crise, et de l'autre, la notion de projet de vie du salarié, sa vie quotidienne, fait de vie professionnelle et familiale, d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors un compromis, certes, mais un compromis relativement timide, parce qu'il est étayé par une simple recommandation de la ministre, ministre qui d'ailleurs finit par conclure sur le site internet que c'est finalement à l'employeur qu'il revient de déterminer si l'option du télétravail est possible, et si ce n'est pas le cas, de procéder à la déclaration d'arrêt de travail. Au titre de ces nouvelles inégalités, on pourrait citer encore l'isolement numérique. À ce sujet, rapidement, il était remarqué que l'ordonnance Macron avait fait disparaître du Code du travail l'obligation de prise en charge par l'employeur des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail. Mais il reste que l'obligation est toujours inscrite dans l'accord national interprofessionnel de 2005 pour les entreprises relevant de son champ d'application, et que de manière plus générale, la Cour de cassation a pu affirmer le principe de prise en charge par l'employeur des frais professionnels. Si donc le droit du travail appréhende aussi le télétravail comme un mode de vie individuel, un projet de vie individuel,
il n'en fait pas pour autant, en droit positif, un droit du salarié. Il se contente de compromis sans remettre en cause le rattachement du télétravail essentiellement au pouvoir patronal. Pour en revenir à la question sur la sortie de la menace pandémique, on ne voit pas comment le salarié, sur la base des seules dispositions actuelles, pourrait exiger ou refuser le retour à la normale. Alors pour autant, est-ce à l'employeur, lui seul, de déterminer ce retour à la normale, voire l'introduction de la menace, la date d'introduction, s'est posé la question, cette fois-ci, du projet politique, c'est-à-dire le projet de vie collectif, et de la place du politique dans le télétravail. On le voit apparaître dans le cadre d'exceptions, l'exception citée de l'article L1222-11, qu'il y a une dimension qui dépasse à la fois les choix individuels du salarié et de l'autre les organisations, les projets d'organisation de l'entreprise. Avec la référence à l'épisode de menace épidémique, on a aussi même dans le texte la question de l'épisode de pollution qui est visé, l'article 1229, par référence au Code de l'environnement. Cet épisode de pollution, éventualité de l'épisode de pollution, doit être envisagé par l'accord collectif ou la charte qui encadre le recours au télétravail. Mais peut-on évoquer une obligation patronale imposée par l'État et dont les salariés ou leurs représentants pourraient demander le respect ? Obligation de recourir au télétravail en cas, comme c'est par exemple aujourd'hui, de menaces épidémiques ou en cas d'épisodes de pollution. Rien n'est moins sûr. Alors là encore, on trouve des déclarations ministérielles sur la question. Il a été affirmé que le télétravail serait dorénavant la règle. Mais peut-on y voir autre chose que de simples recommandations, que de simples incitations à recourir au télétravail ? Pour l'affirmer, et pour vraiment dire qu'il existerait aujourd'hui une obligation de recourir au télétravail dans le contexte actuel de la crise du Covid-19, d'aucuns s'appuient sur les décrets qui déterminent, décrets des 16 et 23 mars, qui déterminent les autorisations de déplacement, les dérogations et les justificatifs de déplacement. Le texte parle des déplacements professionnels indispensables à l'exercice d'activités qui ne pourraient pas être organisés sous forme de télétravail. Et dans un communiqué de presse, la ministre du Travail indique qu'il est impératif que tous les salariés qui peuvent télétravailler aient recours au télétravail, et ce jusqu'à nouvel ordre. On le voit, si obligation il y a, elle ne serait qu'indirecte. Indirection d'ailleurs marquée, renforcée par les propos du ministre qui qui semble s'adresser aux salariés. Ce serait aux salariés à recourir au télétravail plutôt qu'à l'employeur à mettre en place ce système. Quand même assez curieux de s'adresser de la sorte aux salariés. Et on a le sentiment qu'on n'ose pas en quelque sorte imposer directement l'obligation aux employeurs. Pour renforcer une idée d'égalité, d'obligation indirecte, on pourrait aussi évoquer une autre obligation, celle-ci bien connue, ferme, de l'employeur, obligation de fournir du travail. Obligation principale qui découle de la conclusion du contrat de travail par un employeur. L'employeur s'engage non seulement à rémunérer le travail accompli, mais aussi à fournir du travail à son salarié. Et donc si le confinement empêche le salarié de se rendre sur son lieu de travail, l'employeur est toujours tenu à cette obligation de fournir du travail salarié dès lors qu'il n'y a pas d'obstacle au recours au télétravail. Donc indirectement, à nouveau, on pourrait parler d'une obligation de recourir au télétravail, encore que on peut se demander si, d'un point de vue de théorie juridique, il ne serait pas plutôt question d'une contrainte qui découle des textes, plutôt que d'une obligation affirmée positivement. Pour conclure, on pourrait dire que le télétravail semble bénéficier d'une conjonction favorable dans le contexte actuel de la pandémie, plus si on ajoute toutes les questions relatives et les réflexions relatives au réchauffement climatique, voire même à la pollution. Alors l'orientation qu'a pris le Code du travail demeure quand même d'attacher le télétravail
à l'idée d'organisation d'entreprise et d'en faire un projet, un mode d'organisation de l'entreprise. Le droit peine à reconnaître de manière positive, directe, la reconnaissance d'un droit du salarié au télétravail comme des obligations qui seraient imposées par les pouvoirs politiques, par les pouvoirs publics, de recourir au télétravail. Alors on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Est-ce qu'on se contentera toujours d'affirmer avant tout que le télétravail relève du pouvoir patronal tout en essayant de tisser des compromis avec ces deux autres dimensions, le projet de vie individuel et le projet politique? C'est peut-être ce qu'on peut penser, mais il y aura peut-être des changements dans d'autres sens, vers un rééquilibrage finalement de ces trois projets. Je vous remercie de votre attention.